Mes enfants m'ont battu avec mon mari et m'ont abandonné dans un asile. 10 ans plus tard, je suis revenu pour leur faire regretter ce qu'ils avaient fait. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre opinion est très importante. Et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, votre aide est très précieuse. L'odeur de désinfectant me brûlait les narines quand j'ai ouvert les yeux ce mardi matin. 10 ans. 10 longues années à respirer ce même air étouffant, à entendre les mêmes cris étouffés dans les couloirs, à faire semblant que les pilules blanches qu'il m'obligeait à avaler tous les jours m'aidaient vraiment. Je m'appelle Célestine Dubois, j'ai 67 ans, et pendant une décennie entière, j'ai fait semblant d'être folle pour qu'ils baissent leur garde. L'infirmière Martine est entrée dans la chambre avec ce sourire fatigué qu'elle avait toujours. Elle était la seule personne dans cet endroit qui me traitait comme un être humain, pas comme un numéro sur une fiche médicale tachée. « Bonjour, Madame Dubois », a-t-elle chuchoté, vérifiant qu'il n'y avait personne qui nous observait. La réponse du docteur Antoine est arrivée. Mon cœur s'est emballé. Docteur Antoine Leclerc était l'avocat à qui Martine envoyait mes lettres depuis 2 ans, sans que personne ne le sache. Des lettres où je racontais la vérité sur la façon dont j'étais arrivé là, sur les documents falsifiés, sur l'argent volé. Pendant 8 ans, j'ai simulé une démence progressive. Je balbutiais des mots insensés. Je renversais de la nourriture sur mes vêtements. J'oubliais le nom des gens. Tout ça pour que mes enfants et mon mari croient que j'allais de plus en plus mal, que je ne serais plus jamais une menace pour eux. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» ai-je demandé à voix basse, ma voix tremblant d'anxiété. Martine a regardé autour d'elle une fois de plus avant de murmurer. « Il a obtenu les preuves. Les documents de votre internement ont des signatures falsifiées. Il peut vous faire sortir d'ici. » J'ai senti mes jambes flancher, même en étant allongée. C'était réel. Après si longtemps à faire semblant, à planifier, à rassembler chaque petit bout de preuve qui pourrait me sauver, il y avait enfin une lumière au bout de ce tunnel sombre. Mais avec le soulagement est venue une douleur profonde dans ma poitrine. Mes propres enfants, Michel et Laurent, m'avaient fait ça. L'homme avec qui j'avais partagé 40 ans de mariage, Olivier, avait signé mon arrêt de prison dans cet asile. « Quand ?» ai-je réussi à demander, serrant la main de Martine entre les miennes. « La semaine prochaine. Mais vous devez continuer à faire semblant jusqu'à ce moment-là, s'il se doute de quelque chose. » J'ai acquiescé lentement, ravalant les larmes qui voulèrent couler. 1 semaine. Seulement 7 jours me séparaient de la liberté. 7 jours pour continuer à jouer le rôle de la vieille femme confuse qui n'arrivait même pas à se souvenir de son propre nom. Quand Martine est sortie, je suis restée à regarder par la fenêtre grillagée de la chambre. Dehors, la vie continuait. Les gens passèrent pressés sur le trottoir, transportant leur vie normale, leurs problèmes simples. Pendant ce temps, j'étais là, prisonnière depuis une décennie, payant pour le crime d'avoir découvert que ma propre famille me volait. Le souvenir de ce jour terrible me donnait encore la chair de poule. C'était un samedi matin, quand je suis rentrée plus tôt de chez mon amie Brigitte. Je suis entrée par la porte de derrière et j'ai entendu Michel parler avec Laurent dans le salon. Il parlait de vendre mes meubles anciens, ceux qui avaient appartenu à ma mère et à ma grand-mère, de comment ils allaient diviser l'argent de ma retraite, de comment j'étais un poids mort dans leur vie. La vieille ne va de toute façon pas durer longtemps, ai-je entendu Laurent dire. On ferait mieux d'assurer notre part avant qu'elle ne dépense tout en bêtises. Tu as raison, a répondu Michel, et si elle commence à faire des histoires, on l'enferme dans un endroit. On dit qu'elle a des problèmes mentaux. Je suis restée figée derrière la porte de la cuisine, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'ils allaient entendre. Mes propres enfants, que j'ai élevés seuls quand Olivier disparaissait pendant des semaines à boire, étaient en train de planifier de me voler. Pire, ils étaient en train de planifier de se débarrasser de moi si je découvrais. J'ai essayé de sortir de la maison discrètement, mais Michel m'a vu. Ses yeux ont changé en une fraction de seconde, passant de fils affectueux à quelque chose de froid, de calculateur. « Bonjour, maman. Vous êtes rentrée tôt. » Brigitte ne se sentait pas bien, ai-je menti, essayant de garder une voix normale. Je suis rentrée plus tôt. « Vous nous avez entendu parler ?» a demandé Laurent, et il y avait quelque chose de menaçant dans sa voix. « Parler de quoi, mon fils ? Vous savez bien que mon audition n'est plus ce qu'elle était. » Ils se sont regardés, et j'ai su qu'ils n'avaient pas cru. 3 jours plus tard, un matin comme les autres,
Olivier est apparu à la maison, accompagné de 2 hommes en blouse blanche. Michel tenait des papiers que je n'avais jamais vus auparavant. « Maman, vous devez partir avec ces messieurs », a-t-il dit, sans réussir à me regarder dans les yeux. « C'est pour votre propre bien. »« Quels sont ces papiers ?» ai-je demandé, essayant de lire par-dessus son épaule. « Rapport médical », a répondu un des hommes. « Vous êtes malade, vous avez besoin de soins spéciaux. »« Mais je ne suis jamais allé chez aucun médecin », ai-je crié, commençant à comprendre ce qui se passait. « Je n'ai rien signé de tout ça. » C'est alors que Laurent et Olivier m'ont attrapé par les bras. Je me suis débattue, j'ai crié, j'ai supplié les voisins qui regardèrent par la fenêtre. Personne n'a rien fait. Tous ont cru que j'avais vraiment une crise, que ma famille prenait soin de moi de la meilleure façon possible. Le souvenir faisait encore mal comme une blessure ouverte. 10 ans plus tard, cette douleur restait vive, vibrant dans ma poitrine chaque fois que je pensais à la façon dont j'avais été trahie par les personnes que j'aimais le plus au monde. Mais maintenant, enfin, mon heure était venue de montrer qui était vraiment fou dans cette histoire. Je me suis levée du lit et j'ai marché jusqu'à la petite commode où je rangeais mes quelques affaires. Au fond du tiroir, caché entre de vieux foulards, il y avait un petit carnet où j'annotais tout ce dont je pouvais me souvenir sur ces derniers jours à la maison. Des noms, des dates, des conversations. Chaque détail qui pourrait m'aider quand mon heure de sortir d'ici arriverait. La porte s'est ouverte à nouveau et l'infirmière-chef est entrée. Cette femme sèche qui ne montrait jamais une once de gentillesse. L'heure des médicaments, Célestine. J'ai pris les pilules avec une main tremblante. Je les ai portées à ma bouche comme je le faisais depuis 10 ans, mais cette fois, au lieu d'avaler, je les ai cachées sous ma langue. Après qu'elles soient sorties, j'ai tout recraché dans l'évier de la salle de bain. Je n'avais plus besoin de faire semblant de démence causée par des médicaments. Dans une semaine, je serais une femme libre. Et alors, mes chers enfants et mon mari découvriraient que la vieille folle qu'ils avaient enfermée dans l'asile était plus lucide que jamais. Ils allaient payer pour chaque jour qu'ils m'avaient volé, pour chaque larme que j'avais versée, pour chaque nuit que j'avais passée éveillée dans cet endroit terrible. La vengeance d'une mère peut prendre des années à arriver, mais quand elle arrive, elle est dévastatrice. Une semaine plus tard, quand le docteur Antoine Leclerc est apparu à la porte de l'asile avec les documents de libération, j'ai senti mes jambes trembler pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas du cinéma, c'était de l'émotion réelle. Martine était à mes côtés, tenant ma main fermement, ses yeux aussi larmoyants. « Vous êtes libre, Madame Dubois », a dit l'avocat, un homme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants et un regard gentil. « Tous les documents de votre internement ont été considérés comme frauduleux. Votre famille va répondre pénalement de cela. » Quand j'ai mis le pied sur le trottoir, après une décennie à respirer un air vicié, j'ai failli m'effondrer. Le soleil me frappait le visage d'une manière que j'avais déjà oubliée. Les gens passaient en courant, les voitures klaxonnaient, les enfants criaient en jouant sur la place en face. Le monde avait continué à tourner pendant que j'étais prisonnière dans cet endroit terrible. « Où voulez-vous aller ?» a demandé Dr Antoine. C'était une question qui me terrifiait. Ma maison avait été vendue. Mon argent, volé. Ma famille m'avait cru morte. J'étais une femme de 67 ans, sans toit, sans ressources, sans personne au monde à part cette infirmière bienveillante qui avait risqué son emploi pour m'aider. « Je ne sais pas », ai-je répondu, la voix sortant comme un murmure. C'est alors que Martine a touché mon épaule. « Madame Dubois, je connais une pension de famille dans le centre. La propriétaire est une bonne personne. Elle a toujours besoin d'aide. Vous savez cuisiner, n'est-ce pas ?» 2 heures plus tard, j'étais arrêtée devant une vieille maison à la rue de Rivoli, dans le centre de Paris. La peinture de la façade s'écaillait, mais les fenêtres avaient des rideaux propres et des jardinières bien entretenues. Une petite plaque disait « Pension Michel, chambres et repas ». Madame Michel était une dame de 72 ans, les cheveux blancs attachés en chignon, un tablier fleuri et des mains calleuses de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie. Quand Martine a expliqué ma situation, sans entrer dans les détails, elle m'a regardé de haut en bas avec ses yeux expérimentés qui avaient déjà vu beaucoup de souffrance. « Vous savez faire de la cuisine familiale ?» a-t-elle demandé directement. « Oui, madame, j'ai cuisiné toute ma vie pour ma famille. Et vous n'avez pas de vices, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas,
Vous ne ramenez pas d'hommes à la maison? Non, madame, jamais. Elle est restée à m'observer pendant quelques secondes, comme si elle pouvait lire mon âme à travers mes yeux fatigués. Très bien, une petite chambre au fond, 3 repas par jour, et en échange vous m'aidez dans la cuisine et au ménage. Je ne peux pas vous payer de salaire, mais c'est un toit et la nourriture garantie. J'accepte, ai-je répondu avant même qu'elle ait fini de parler. La chambre était minuscule, mais elle avait une fenêtre qui donnait sur une petite cour, avec quelques plantes. Le lit était simple, l'armoire vieille, mais c'était propre et ça sentait la lavande. Je me suis assise sur le bord du lit, et pour la première fois en 10 ans, j'ai pleuré sans me soucier de savoir si quelqu'un m'observait. Dans les premiers jours, tout me faisait peur. Le bruit des voitures dans la rue, le téléphone qui sonnait, les gens qui parlaient d'être forts. Mon corps était habitué au silence forcé de l'asile, à la routine contrôlée, au manque de choix. Maintenant, je pouvais décider quels vêtements porter, quelle nourriture préparer, à quelle heure. Dormir, c'était effrayant et libérateur à la fois. Madame Michel ne posait pas beaucoup de questions, mais elle percevait quand j'étais perdu dans mes pensées, mélangeant la nourriture dans mon assiette sans manger, ou quand je me réveillais, au milieu de la nuit avec des cauchemars. « Le temps guérit », disait-elle, servant du thé à la camomille. « Et le travail aide à oublier. » La pension avait 6 chambres, toujours pleines. Y vivait un retraité veuf, appelé Monsieur Bernard, une dame divorcée qui travaillait dans un magasin, 2 jeunes étudiants et une jeune femme qui était en train de se séparer de son mari. Des gens simples, chacun portant ses propres douleurs, mais se traitant les uns les autres avec respect. C'est pendant la 2e semaine que quelque chose est arrivé qui a tout changé. J'étais dans la cour en train d'étendre le linge quand j'ai entendu une voix connue dans la rue. Mon cœur s'est arrêté. C'était André, mon ancien voisin, cet homme discret qui me saluait toujours poliment quand nous nous croisions au portail. J'ai couru devant la maison et je l'ai vu marcher lentement sur le trottoir, plus vieilli, un peu courbé, mais c'était lui. « Monsieur André » ai-je appelé, sans penser aux conséquences. Il s'est arrêté, s'est retourné lentement, et quand il m'a reconnu, son visage est devenu blanc comme un linge. « Célestine ? Mais ils ont dit que vous étiez... que j'étais morte ?» ai-je complété, voyant les larmes se former dans ses yeux. « Eh bien oui, monsieur André, je suis bien vivante. » Il s'est approché lentement, comme s'il avait peur que je sois une apparition. « Célestine, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand ils ont vendu votre maison si vite, quand ils ont dit que vous étiez décédée de problèmes mentaux, je n'ai pas cru. Vous n'avez pas cru ? Bien sûr que non, vous avez toujours été la personne la plus sensée du quartier. Et après, quand je les ai vus vendre vos meubles, vos plantes, comme si c'était des déchets... » Il a secoué la tête, indigné. « J'ai gardé quelques affaires, Célestine. Je savais qu'un jour vous reviendriez les chercher. » J'ai senti mes jambes flancher à nouveau. « Vous avez gardé mes affaires ? Venez avec moi, a-t-il dit, offrant son bras. « J'habite près d'ici. » La maison de Monsieur André était petite et simple, mais organisée. Il m'a emmené jusqu'à une petite pièce au fond et a ouvert une armoire ancienne. Là-dedans, il y avait des cartons soigneusement étiquetés, photos de Célestine, documents, bijoux, plantes. « J'ai sauvé ce que j'ai pu, a-t-il expliqué, visiblement ému. « Vos plantes sont dans ma cour, elles poussent bien. Les documents sont tous ici, gardés dans un sac plastique pour ne pas les abîmer. Et il y a des bijoux qui ont appartenu à votre mère, que j'ai vu Laurent essayer de vendre à un intermédiaire. » J'ai pris un des cartons avec des mains tremblantes. C'étaient des photographies anciennes, moi et Olivier le jour de notre mariage, Michel et Laurent quand ils étaient enfants, ma mère, mes parents, des moments d'une vie que je pensais avoir perdue pour toujours. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» ai-je demandé, pleurant sans pouvoir m'arrêter. « Parce que vous avez toujours été une bonne voisine, Célestine. Et parce que j'ai vu la méchanceté dans l'œil de ces garçons quand ils ont dit que vous étiez morte. Les bonnes personnes ne meurent pas comme ça, d'un coup, laissant tout derrière elles. » Nous avons passé l'après-midi entier à regarder les choses qu'il avait gardées. Des documents de la maison, des certificats, des photos de famille, même quelques robes qui étaient très spéciales pour moi. C'était comme si une partie de ma vie antérieure avait été préservée, protégée par cet homme bienveillant qui me connaissait à peine. « Monsieur André,
ai-je dit quand il commençait à faire sombre. Vous savez où ils sont maintenant? Mes enfants? Je sais, oui. Michel s'est marié avec une jeune femme de l'église. Ils habitent à Belleville. Laurent? Eh bien, Laurent ne va pas très bien, non. Sa femme est partie de la maison, elle a emmené les enfants. On dit qu'il a perdu de l'argent au jeu. J'ai senti une satisfaction amère en apprenant que Laurent rencontrait des problèmes. C'était le karma, comme on dit. Mais j'ai aussi ressenti de la curiosité à propos de cette belle fille que je n'avais jamais connue, cette jeune femme de l'église qui s'était mariée avec Michel. Et mon ex-mari? Ai-je demandé, presque sans vouloir connaître la réponse. Olivier? Il n'est pas mort, non, Célestine. Il est dans une clinique privée vers Neuilly-sur-Seine. Il est bien soigné. On dit qu'il dépense une fortune tous les mois avec des infirmières et des médicaments spéciaux. Mon sang s'est glacé. Olivier était vivant, dépensant mon argent volé pour vivre comme un roi dans une clinique chère, pendant que je pourrissais dans un asile public, pendant que nos enfants répandaient dans le quartier que j'étais morte de problèmes mentaux. Cette nuit-là, je suis revenue à la pension en portant un des cartons que M. André avait insisté pour que je prenne. Madame Michel a vu mon état émotionnel et n'a pas posé de questions. Elle a juste réchauffé le dîner et m'a servi un thé fort. « Qui avez-vous rencontré aujourd'hui » a-t-elle demandé avec cette sagesse de quelqu'un qui a déjà beaucoup vécu. « Mon passé » ai-je répondu, tenant la tasse à deux mains pour arrêter de trembler. « Et qu'allez-vous en faire » J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, les lumières de la ville s'allumant. Mes enfants étaient dehors, à vivre leur vie, pensant s'être débarrassés de moi pour toujours. Olivier se prélassait dans une clinique chère, comptant les jours dans un lit confortable, tous utilisant l'argent qui était mien de droit. Je ne sais pas encore, ai-je menti. En fait, je savais déjà exactement ce que j'allais faire. D'abord, je devais mieux connaître cette belle fille religieuse qui a épousé Michel. Ensuite, découvrir exactement où Olivier se faisait soigner et avec quel argent. Et alors, quand j'aurai toutes les informations nécessaires, je commencerai à réclamer chaque centime, chaque larme, chaque jour de souffrance qu'ils m'ont causé. La petite vieille confuse qu'ils ont internée à l'asile était morte. À sa place est née une femme assoiffée de justice. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que M. André m'avait rendu des morceaux de ma vie antérieure. Tous les matins, je me réveillais avec la même pensée, je devais connaître Bérénice, la femme de Michel. Si elle était une personne religieuse comme il l'avait dit, peut-être fréquentait-elle l'église Saint-Germain-des-Prés qui se trouvait à 2 pas de la pension. Dimanche matin, j'ai mis ma plus belle robe, une bleu marine que M. André avait sauvée. J'ai attaché mes cheveux gris en un chignon discret et j'ai marché jusqu'à l'église. Mon cœur battait la chamade à mesure que je m'approchais. Il y a 10 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une église, il y a 10 ans que je n'avais pas prié sincèrement. Le prêtre commençait la messe quand je suis entrée. Je me suis assise sur un banc au fond, observant les gens. Des familles entières, des dames âgées comme moi, de jeunes couples. Tout cela semblait avoir une vie normale, une routine que j'avais perdue il y a longtemps. C'est pendant le moment de la paix, quand les gens se saluaient, que je l'ai vue. Une femme d'une 40aine d'années, les cheveux châtains attachés, une robe simple mais élégante, un sourire gentil. Elle était seule, quelques bancs devant moi. Quelque chose dans sa posture m'a appelé l'attention. Elle semblait triste, préoccupée, même en essayant de participer à la célébration. Quand la messe s'est terminée, je l'ai suivie discrètement jusqu'à la sortie. Elle s'est arrêtée pour parler avec d'autres femmes sur le parvis de l'église, et c'est alors que j'ai entendu l'une d'elles l'appeler. « Bérénice, tu viens à la réunion du mardi ?» Mon cœur s'est emballé. C'était elle, la femme de mon fils, la belle-fille que je n'ai jamais connue parce que Michel a dit que j'étais morte des années avant leur mariage. Pendant la semaine suivante, je suis retournée à l'église les mardis, quand avait lieu la réunion des femmes. Je m'asseyais, toujours au même endroit, observant Bérénice, essayant de comprendre quel genre de personne elle était. Elle semblait bonne, participait aux prières avec ferveur, aidait à organiser les chaises après les réunions. Le 3e mardi, j'ai pris mon courage à 2 mains. Quand elle sortait, je me suis approchée lentement. « Excusez-moi, ai-je dit, ma voix tremblant un peu. « Vous seriez Bérénice ?» Elle s'est retournée, me regardant avec ses yeux gentils. « Oui,
c'est moi. Vous, êtes nouvelle ici à l'église? Oui, je m'appelle Célestine. Je vis dans une pension de famille près d'ici et j'ai commencé à fréquenter les réunions. C'est formidable, elle a souri, mais j'ai perçu une tristesse au fond de ses yeux. C'est toujours une joie de recevoir de nouvelles personnes. Vous voulez prendre un café? Il y a une boulangerie juste à côté qui fait un gâteau au maïs délicieux. 40 minutes plus tard, nous étions assises à une petite table de la boulangerie Saint-Michel, parlant comme de vieilles amies. Bérénice parlait de la vie à l'église, des activités qu'elles organisaient pour aider les familles démunies. Je faisais semblant de m'intéresser, mais en fait, j'étudiais chaque mot, chaque expression de son visage. « Vous avez de la famille ici à Paris ?» a-t-elle demandé, mélangeant le sucre dans son café. « Plus maintenant », ai-je répondu, choisissant mes mots avec soin. « Mes enfants, eh bien, nous ne nous parlons pas depuis longtemps. »« Quel dommage !» a-t-elle soupiré. « La famille est si importante. Moi-même, je n'ai que mon mari. Mes parents sont décédés, nous n'avons pas encore eu d'enfants. » Il y avait une douleur profonde dans sa voix quand elle parlait de ne pas avoir d'enfants. C'était le type de souffrance que je reconnaissais, la blessure de celui qui désire quelque chose qui semble impossible à atteindre. « Votre mari est d'ici ?» ai-je demandé, feignant une curiosité désinvolte. « Oui, Michel travaille dans une entreprise de construction. C'est un homme bon, travailleur. » Elle a marqué une pause, comme si elle voulait dire autre chose, mais ne savait pas si elle devait. Parfois, je crois qu'il porte des rancœurs du passé, vous savez. Il a perdu sa mère quand il était plus jeune, et cela l'a marqué. J'ai senti un coup de poignard dans ma poitrine. Il lui avait raconté que j'étais morte quand il était jeune, pas quand il avait 40 ans, comme c'était réellement arrivé. Encore un mensonge, encore une couche de fausseté construite sur ma soi-disant mort. Cela a dû être très difficile pour lui, ai-je réussi à dire, serrant la tasse entre mes mains. Oui, il n'aime pas beaucoup en parler, mais parfois, quand il est préoccupé, il mentionne qu'il aimerait qu'elle soit là pour connaître notre vie, notre maison. Bérénice a essuyé une larme discrète. Je prie pour elle toutes les semaines. Vous savez, pour qu'elle soit en paix. Elle était en train de prier pour moi. La belle-fille que je n'avais jamais connue était en train de prier pour mon âme, croyant que j'étais morte, pendant que mon propre fils, qui lui a fait croire à ce mensonge, dormait à côté d'elle toutes les nuits. Comment est-elle décédée ? ai-je demandé, ayant besoin de savoir jusqu'où allait le mensonge de Michel. De problèmes mentaux, a murmuré Bérénice, comme si c'était un sujet trop délicat pour être dit à voix haute. Michel a dit qu'elle avait développé une maladie à la tête, qu'elle était devenue très agressive et qu'elle avait fini par être internée. Elle est morte là-bas, seule. Elle a secoué la tête, visiblement émue. Cela a dû être terrible. Pour lui, de voir sa propre mère dépérir de cette façon. J'ai dû me retenir pour ne pas crier. Il avait transformé mon internement forcé en une histoire de maladie mentale progressive et de mort solitaire. J'étais devenue la mère qui est devenue folle et qui est morte abandonnée, quand en réalité, j'étais la mère qui a découvert ses vols et qui a été réduite au silence pour cela. Quelle triste histoire, ai-je commenté, luttant pour garder une voix contrôlée. Oui, et le pire c'est qu'il n'a même plus de contact avec son frère. Laurent, je crois que c'est son... Non. Il a aussi perdu sa femme il y a peu de temps. Il s'est retrouvé seul avec ses jeunes enfants. Il a perdu sa femme? Elle est partie de la maison, elle a emmené les enfants. Il paraît qu'il avait des problèmes de jeu, qu'il a perdu beaucoup d'argent. Bérénice a soupiré profondément. Michel s'inquiète, mais il dit qu'il ne peut pas l'aider parce que Laurent ne le contacte jamais. Fierté d'homme, hein? Je savais que ce n'était pas de la fierté, c'était de la culpabilité. Tous les deux savaient ce qu'ils m'avaient fait, et maintenant ils ne réussissaient même pas à se regarder dans les yeux sans se souvenir de la mère qu'ils ont enfermée dans un asile pour voler son héritage. Lors des rencontres suivantes, Bérénice et moi nous sommes rapprochés. Elle me racontait les problèmes de son mariage, comment Michel rentrait parfois irrité du travail, comment il évitait de parler du passé, comment il rêvait d'avoir des enfants, mais n'y arrivait jamais. J'écoutais tout, gardant chaque information, chaque détail sur la vie que mon fils a construite sur mes cendres. « Madame Célestine », m'a-t-elle dit un de ces après-midi, « vous avez une sagesse particulière. On dirait que vous avez beaucoup vécu,
que vous avez beaucoup souffert. J'ai vécu et j'ai souffert, ma fille, ai-je répondu, et pour la première fois je ne mentais pas complètement. Parfois j'ai l'impression que Michel me cache des choses, des petites choses, vous savez ? Comme quand il reçoit des factures qu'il n'explique pas clairement, ou quand il reçoit des appels et s'éloigne pour répondre. Mon cœur s'est emballé. Des factures qu'il n'expliquait pas. Serait-il possible qu'il soit encore en train de toucher de l'argent qui ne lui appartenait pas ? Quel type de facture ? Ai-je demandé, essayant de paraître seulement curieuse. Hôpital, clinique. Il dit que c'est pour un parent qui est malade qu'il aide pour les dépenses. Mais il ne dit jamais qui c'est, il ne m'emmène jamais visiter. Elle a joué avec sa serviette, clairement mal à l'aise. Et il y a d'autres choses étranges. La semaine dernière, j'ai trouvé des papiers dans la poche de son pantalon, des documents d'un avocat, quelque chose à propos d'un héritage. Quand j'ai demandé, il s'est énervé. Il a dit que ce n'était rien d'important. Héritage, avocat, clinique. Les pièces ont commencé à s'emboîter dans ma tête comme un puzzle macabre. Michel était en train de payer une clinique, probablement où Olivier était interné. Et il y avait des documents d'héritage, ce qui signifiait qu'ils étaient encore en train de toucher des biens qui étaient miens de droit. Cela doit être difficile de vivre avec quelqu'un qui garde des secrets, ai-je commenté. Oui, parfois je me demande si je connais vraiment l'homme que j'ai épousé. Bérénice a regardé par la fenêtre de la boulangerie, perdue dans ses pensées. Vous croyez que tous les hommes cachent des choses à leurs femmes ? Pas tous, ma fille. Mais ceux qui cachent, c'est généralement parce qu'ils ont fait quelque chose dont ils ont honte. Cette nuit-là, je suis rentrée à la pension avec le cœur lourd. Bérénice semblait une personne véritablement bonne, qui était tombée amoureuse d'un homme plein de sales secrets. Elle n'était pas coupable d'avoir été trompée, tout comme je n'étais pas coupable d'avoir été trahie. Madame Michel était dans la cuisine en train de préparer du thé quand je suis arrivée. « Comment s'est passée la réunion à l'église aujourd'hui ? » « Éclairante » ai-je répondu, acceptant la tasse fumante. « Et qu'avez-vous découvert ?» J'ai regardé cette dame qui m'a accueillie sans poser de questions, qui m'a donné un toit et un but quand je n'avais plus rien. J'ai découvert que mon fils a épousé une femme trop bien pour lui. Et qu'allez-vous faire de cette information ? Je suis encore en train de décider, ai-je menti une fois de plus. En fait, je savais déjà exactement ce que j'allais faire. Bérénice serait mon alliée, même sans le savoir, et quand le moment serait venu, elle serait la première à savoir toute la vérité sur l'homme avec qui elle partageait son lit, toutes les nuits. 2 mois s'étaient écoulés depuis que j'ai commencé à fréquenter l'église et à me rapprocher de Bérénice. Notre amitié grandissait à chaque rencontre, et elle a commencé à avoir confiance en moi comme si j'étais une tante bien-aimée qu'elle avait enfin trouvée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque conversation nous donnait plus de munitions pour ce qui était à venir. C'est un jeudi pluvieux que tout a changé. Bérénice est arrivée à la réunion à l'église avec les yeux rouges, visiblement bouleversée. Elle s'est assise à côté de moi et, pour la première fois depuis que nous nous connaissons, elle a commencé à pleurer ouvertement. « Madame Célestine » a-t-elle murmuré. « J'ai besoin de le raconter à quelqu'un. Sinon je vais devenir folle. »« Parlez, ma fille, » ai-je répondu, passant mon bras autour de ses épaules. « Je suis là. » Hier soir, Michel est sorti pour régler des affaires et a oublié son portable à la maison. Quand il a sonné, j'ai répondu sans réfléchir. C'était un homme qui posait des questions sur le paiement de la mensualité de la clinique. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Quand j'ai dit que Michel n'était pas là, l'homme a dit « Alors dites à Michel qu'Olivier recommence à poser des problèmes, qu'il veut sortir de la clinique, et que s'il ne paie pas les arriérés d'ici vendredi, nous devrons prendre d'autres mesures. » Mon sang s'est glacé. Olivier, mon ex-mari était dans une clinique, entretenu avec de l'argent que mon fils payait, et à ce qu'il paraît, il causait des problèmes. « Olivier ?» ai-je demandé, faisant semblant de ne pas connaître le nom. C'est un nom que je n'ai jamais entendu Michel mentionner. Quand il est arrivé et que je lui ai raconté l'appel, son visage est devenu blanc. Il a dit que c'était un oncle éloigné, malade mental, que la famille aidait par pitié. Bérénice m'a regardé avec désespoir. Mais j'ai vu dans ses yeux, Madame Célestine. Il mentait. Et alors ? J'ai commencé à faire plus attention à ses affaires. J'ai fouillé dans les papiers qu'il garde dans le tiroir du bureau.
Elle a baissé la voix, comme si elle confessait un péché grave. J'ai trouvé des reçus d'une clinique à Neuilly-sur-Seine, des paiements mensuels de 5 000 €. Et plus, j'ai trouvé une procuration signée par lui donnant le pouvoir d'administrer les biens d'une personne appelée Célestine Dubois. Le monde a tourné autour de moi. Mon propre nom. Michel avait une procuration à mon nom, administrant mes biens même si j'étais vivante. Cela signifiait que, légalement, il me considérait toujours comme morte ou incapable. « Célestine Dubois ?» ai-je réussi à demander, ma voix presque défaillante. « Oui, et il y a autre chose d'étrange. J'ai trouvé un acte de décès faux, Madame Célestine. Un acte de décès au nom de cette Célestine, daté d'il y a 10 ans. » Bérénice a serré mes mains avec force. Mon mari a des documents faux. Il ment sur quelqu'un qui est mort, ou pire, quelqu'un qui l'a fait croire mort. À ce moment-là, en regardant dans les yeux désespérés de cette femme bonne qui avait épousé un criminel, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus faire semblant. Bérénice méritait de savoir la vérité et j'avais besoin d'une alliée qui connaisse Michel de l'intérieur. « Bérénice, ai-je dit, ma voix tremblant. J'ai besoin de vous raconter une chose, mais vous devez promettre que vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Bien sûr, Madame Célestine, vous pouvez me dire n'importe quoi. » J'ai respiré profondément, me préparant à détruire son monde. Mon nom complet est Célestine Dubois. Je suis la mère de Michel. Son visage est devenu confus d'abord, puis incrédule. Comment ça? Mais sa mère est morte il y a des années. Je ne suis pas morte. Ma fille, j'ai été internée de force dans un asile il y a 10 ans, après avoir découvert que Michel et son frère volèrent ma retraite et vendèrent mes meubles. Les mots sortaient comme une confession que je gardais depuis des mois. Ils ont falsifié des documents, ils m'ont fait passer pour folle et ils m'ont enfermée dans cet endroit terrible. Bérénice a lâché mes mains et s'est éloignée, l'horreur grandissant sur son visage. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai. Et ce fameux Olivier qui est dans la clinique Cher à Neuilly-sur-Seine, c'est mon ex-mari, son père, qui devrait aussi être mort, selon la version qu'ils vous ont racontée. « Mon Dieu !» a-t-elle murmuré, portant ses mains à son visage. « Alors tout ce qu'il m'a raconté, tout était mensonge? Tout. Je ne suis pas morte de problèmes mentaux. J'ai été réduite au silence parce que j'ai découvert que mes propres enfants étaient en train de me voler. Je lui ai montré quelques-unes des photos que M. André avait gardées. Ce sont des photos de moi avec eux quand ils étaient enfants. J'ai élevé ces garçons seuls, j'ai travaillé comme une damnée pour leur donner tout ce qu'il y avait de bon. Et quand j'ai découvert qu'ils étaient en train de me trahir, Bérénice a regardé les photos, puis m'a regardé, comparant mon visage plus âgé avec les images. La ressemblance était indéniable. Lentement, elle a compris. Vous êtes vraiment sa mère. Oui. Et vous, ma fille, vous avez épousé un homme qui a interné sa propre mère dans un asile pour voler ses affaires. Ce qui s'est passé après était dévastateur à voir. Bérénice a commencé à pleurer comme un enfant, tout son monde s'effondrant d'un coup. Le mari qu'elle aimait, en qui elle avait confiance, avec qui elle rêvait d'avoir des enfants, était un criminel qui avait détruit sa propre famille. « Comment pouvez-vous prouver cela ?» a-t-elle demandé entre ses sanglots. J'ai sorti de mon sac quelques-unes des lettres que Martine m'a aidé à écrire, les documents faux que le docteur Antoine avait découverts et le numéro de téléphone de l'avocat qui m'a fait sortir de l'asile. Appelez cet avocat, il a toutes les preuves. Des documents falsifiés, des signatures forgées, des rapports médicaux, frauduleux. J'ai pris son visage entre mes mains. Bérénice, je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Je voulais te protéger de cette douleur. Protéger ? Mais pourquoi? Je suis mariée avec l'homme qui a fait ça à madame. Parce que tu es une bonne personne qui a été trompée, comme je l'ai été. La différence, c'est que tu as encore le temps de sortir de cette situation. Nous sommes restés là dans l'église vide pendant encore 2 heures. Bérénice a appelé le docteur Antoine, a entendu la confirmation de tout ce que je lui avais raconté, a vu les preuves documentaires. À chaque nouvelle révélation, elle pleurait davantage, se demandant comment elle avait pu être si aveugle, comment elle n'avait pas perçu les signes. « Et maintenant ?» a-t-elle finalement demandé.
Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Maintenant, tu décides si tu veux continuer à être mariée avec un homme qui est capable d'interner sa propre mère dans un asile, ou si tu as le courage d'affronter la vérité. J'ai besoin de le confronter. J'ai besoin de l'entendre. De sa bouche. Tu es sûr? Cela peut être dangereux. Oui, il me doit cette explication. Cette nuit-là, Bérénice est rentrée chez elle, déterminée à confronter Michel. Je suis retournée à la pension le cœur serré, sachant que je venais de détruire un mariage, mais sachant aussi que c'était le premier pas pour rendre justice. Madame Michel a remarqué mon état et a préparé du thé sans poser de questions. Mais quand je montais dans ma chambre, elle m'a appelée « Célestine, quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, souviens-toi. Parfois, on a besoin de détruire certaines choses pour en construire d'autres meilleures. » Le lendemain matin, mon téléphone a sonné tôt. C'était Bérénice, la voix étranglée mais déterminée. « Madame Célestine, pouvez-vous venir chez moi? J'ai besoin que vous soyez là quand je vais lui parler. » 1 heure plus tard, j'étais arrêtée devant une maison simple mais bien entretenue à Belleville. C'était la maison que mon fils avait achetée, probablement avec l'argent qu'il m'avait volé. L'ironie était trop amère pour l'ignorer. Bérénice a ouvert la porte, les yeux encore gonflés d'avoir tant pleuré. « Il va rentrer du travail? Dans peu de temps. » Je lui ai tout raconté par téléphone. Je lui ai dit que j'avais découvert pour vous, pour Olivier, pour tout. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'il allait tout expliquer quand il serait à la maison, que ce n'était pas ce que je pensais. Elle a ri sans humour, comme s'il y avait une explication pour ce qu'il a fait. Quand nous avons entendu la voiture se garer dans le garage, j'ai senti mon cœur s'emballer. Il y a 10 ans que je n'avais pas vu mon fils aîné. 10 ans depuis qu'il m'a trahi de la pire des manières. La porte s'est ouverte et Michel est entré. Il s'est arrêté quand il m'a vue assise dans le salon de sa maison. Même avec les cheveux gris, plus minces, avec des rides qui n'existaient pas avant, il m'a reconnue immédiatement. « Maman ?» a-t-il murmuré, son visage devenant blanc comme un linge. « Bonjour, Michel » ai-je répondu, ma voix sortant plus ferme que je ne l'espérais. Surpris de me voir vivante, le silence dans la pièce était assourdissant. Michel est resté planté, là devant la porte, me regardant comme s'il voyait un fantôme. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce que j'étais pour lui, un fantôme du passé qui aurait dû rester enterré pour toujours. « Assieds-toi, Michel » a dit Bérénice, la voix froide comme la glace. « Ta mère et moi avons beaucoup de questions à te poser. » Il s'est déplacé lentement, comme un homme marchant vers son propre jugement. Il s'est assis sur le fauteuil en face du canapé où nous étions, ses mains tremblant visiblement. « Maman, je peux expliquer » a-t-il commencé. « Expliquer » ai-je interrompu, sentant une colère grandir en moi. « Expliquer comment tu m'as internée dans un asile avec des documents falsifiés? Expliquer comment tu m'as fait passer pour morte auprès de ta femme? Expliquer comment tu es en train de dépenser mon argent pour maintenir ton père dans une clinique privée? » Ce n'était pas comme ça, a-t-il tenté. Alors comment c'était, Michel? A demandé Bérénice, montrant les papiers qu'elle avait trouvés. Comment tu m'expliques ça? Procuration fausse au nom de ta mère, qui devrait être morte il y a 10 ans? Paiement pour une clinique où est interné un homme qui devrait aussi être mort? Michel a regardé les documents et son visage s'est complètement défait. Pendant quelques minutes, il a simplement pleuré, ses mains couvrant son visage, ses épaules secouant. C'étaient les pleurs de celui qui savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Nous étions désespérés, a-t-il finalement réussi à dire. Papa était malade, avait besoin de soins spéciaux et nous n'avions pas d'argent. Maman avait sa retraite, avait la maison, avait les affaires de grand-maman. Et vous avez cru que vous pouviez simplement me tuer sur le papier et prendre tout? Ai-je demandé, ma voix montant de ton. Ce n'était pas censé être pour toujours. L'idée, c'était seulement jusqu'à ce que papa aille mieux, jusqu'à ce qu'on réussisse à s'organiser financièrement. 10 ans, Michel. 10 ans de ma vie volée. 10 ans à prendre des médicaments dont je n'avais pas besoin, à dormir dans une chambre sans fenêtre, à être traitée comme une folle. Bérénice s'est levée, marchant jusqu'à la fenêtre. Et moi? Comment tu m'expliques 10 ans de mensonges? J'ai pleuré la mort de ta mère, Michel. Je priais pour elle toutes les semaines. Bérénice, s'il te plaît,
S'il te plaît quoi? Tu m'as fait me marier avec des mensonges. Tu m'as fait rêver d'avoir des enfants avec un homme qui est capable d'interner sa propre mère. Elle s'est tournée vers lui, les yeux brillants de colère. Comment je peux te faire confiance après ça? C'est alors que Michel a raconté toute la vérité. Comment Laurent avait perdu de l'argent au jeu et au paris, comment Olivier avait vraiment besoin de soins médicaux coûteux, comment il s'était convaincu que je ne découvrirais jamais rien parce que je resterais interné pour toujours. Comment ils ont falsifié ma signature sur des documents de divorce pour qu'Olivier puisse se remarier et avoir accès à mes biens. Olivier s'est remarié? Ai-je demandé, sentant un nouveau coup de poignard. Avec Ernestine, l'infirmière? De la clinique. Elle ne savait pas que vous étiez vivante, maman. Personne ne savait. Personne ne savait parce que vous avez répondu que j'étais morte. La conversation a continué pendant des heures. Michel a confessé que Laurent était complètement ruiné, que sa femme l'avait quitté et avait emmené ses petits-enfants loin, qu'il buvait et qu'il vivait dans une pension bon marché dans le centre. Il a confessé que l'argent de mes biens était presque épuisé, qu'il avait lui-même des difficultés à maintenir les paiements de la clinique de son père. « Et maintenant ?» a demandé Bérénice quand il n'y avait plus rien à révéler. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» J'ai regardé mon fils, cet homme d'une quarantaine d'années, qui fut un jour mon petit garçon, et j'ai ressenti un mélange de douleur et de pitié. Il avait détruit sa propre vie en détruisant la mienne. « Maintenant, tu vas signer tous les documents que mon avocat préparera en me restituant tout ce qui m'appartient de droit, ai-je répondu. Tu vas annuler cette procuration fausse. Tu vas régulariser ma situation civile et tu vas assumer publiquement que je suis vivante. Et si je ne le fais pas? Si tu ne le fais pas, je te poursuis pénalement. Falsification de documents, détournement de fonds, séquestration. Tu peux prendre jusqu'à 20 ans de prison. Bérénice s'est approchée de lui, la voix tremblante mais déterminée. Et je vais témoigner contre toi dans tous les procès. Je vais raconter tout ce que j'ai découvert, tous les documents faux que tu gardais dans notre maison. Bérénice, tu es ma femme. J'étais ta femme. Je ne peux plus vivre avec un homme qui a fait ce que tu as fait. Elle a retiré son alliance de son doigt et l'a posée sur la table basse. Je veux divorcer. Dans les jours suivants, c'était comme assister à l'effondrement d'un château de cartes. Michel a signé tous les documents que le docteur Antoine a préparés. Olivier a été confronté à la clinique et a tout confessé à Ernestine, qui a été choquée de découvrir qu'elle avait épousé un homme déjà marié. Elle l'a abandonné immédiatement, et sans l'argent pour payer la clinique privée, il a été transféré dans un hôpital public. Laurent, quand il a su que j'étais vivante, a tenté de fuir la ville, mais a été localisé par l'avocat. Il était dans un état déplorable, maigre, sale, clairement alcoolisé. Quand nous nous sommes rencontrés, il n'a même pas réussi à me regarder dans les yeux. « Maman, a-t-il murmuré, je suis désolé. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander pardon, ai-je répondu. C'est à tes enfants qui ont perdu leur père à cause de ta cupidité. Le grand retournement de situation est arrivé quand nous avons découvert qu'Olivier et Ernestine avaient vendu la clinique privée où ils se faisaient soigner, en utilisant des documents falsifiés. L'argent de la vente, plus de 200 000 €, était sur un compte bancaire qui légalement était le mien, puisque notre mariage n'avait jamais été officiellement dissous. J'ai récupéré non seulement mon identité et ma liberté, mais aussi une somme considérable qui me permettrait de vivre dignement pour le reste de ma vie. La maison où j'ai vécu pendant tant d'années avait été vendue, mais je ne voulais plus vivre dans le passé, de toute façon. 6 mois après être sortie de l'asile, j'étais dans une situation complètement différente. J'ai acheté une petite maison mais confortable près de la pension de Madame Michel, qui est devenue ma meilleure amie. Bérénice a obtenu le divorce et a décidé de recommencer sa vie dans une autre ville, mais nous gardons contact. Elle m'appelle belle-maman encore aujourd'hui, disant que je suis la seule famille véritable que ce mariage lui a donnée. Monsieur André est devenu un compagnon constant, me rendant visite tous les après-midi pour prendre le café et prendre soin ensemble des plantes qu'il a sauvées de mon ancienne maison. Notre relation a grandi lentement, basée sur le respect et sur une amitié sincère. Michel a tenté de se rapprocher quelquefois, envoyant des lettres demandant pardon, mais j'ai décidé que certaines blessures sont trop profondes pour guérir. Il a perdu sa femme, a perdu ma confiance.
Et maintenant, il vit seul avec le poids de ses propres choix. Laurent a réussi à arrêter de boire avec l'aide d'un groupe de soutien, mais ses enfants refusent de le voir. Parfois, il apparaît devant ma maison, non pas pour demander pardon, il sait que ce n'est pas suffisant, mais pour avoir des nouvelles de ses petits-enfants qu'il ne peut pas voir. Olivier est décédé 8 mois plus tard, seul dans l'hôpital. Public, sans argent et sans famille. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Certaines personnes méritent d'être oubliées. Aujourd'hui, à 67 ans, je me réveille tous les matins dans une maison qui est vraiment la mienne, avec de l'argent que personne ne peut me voler, entourée de personnes qui m'ont choisi pour être dans leur vie. Ce n'est pas la famille que j'ai rêvé d'avoir quand j'étais jeune, mais c'est une famille réelle, construite sur la base de l'amour véritable, pas sur l'obligation sanguine. Tous les après-midi, quand je vais arroser les fleurs de mon jardin, les mêmes que M. André a sauvées de ma vie antérieure, je pense à combien il a été nécessaire de passer par l'enfer pour trouver ma véritable force. Je ne suis plus la femme qui acceptait tout en silence, qui se sacrifiait pour ses enfants ingrats. Je suis Célestine Dubois, une femme qui a découvert qu'il est possible de renaître à 67 ans, et que la vraie famille n'est pas celle qui partage ton sang, mais celle qui partage tes valeurs. Ils voulaient m'enterrer vivante, mais ils ont seulement réussi à m'enseigner que j'étais bien plus forte que je ne l'imaginais.